Salut à tous, vous êtes bien dans les chroniques d'Henri Kodo. Merci de nous rejoindre. Il est l'un des plus grands entraîneurs italiens de l'histoire, vainqueur de la Coupe du Monde en 2006 avec la Squadra Azzurra, septuple champion d'Italie avec la Juventus, vainqueur de la Ligue des Champions. Matteo Lippi a tout gagné en tant que coach. Juventus, Inter, Naples. Le nombre de clubs entraînés par le subterfuge italien est aussi impressionnant que ses titres remportés. Comment Matteo Lippi est devenu roi d'Europe avec la Juventus dans les années 90-2000? Quelle était la particularité de son système de jeu? Pourquoi il constituait presque une figure paternelle pour ses joueurs? Henri, Matteo Lippi est un entraîneur exceptionnel. D'abord, avant de passer au protocole de salutation, dis-moi qui était Matteo Lippi. Matteo Lippi était un ancien footballeur italien, né le 12 avril 1948 à Viareggio, dans la région sud-ouest de l'Italie. Footballeur modeste de son état, il a fait des clubs tels que la Sampdoria de Gênes. Malheureusement, il n'a pas fait une carrière avec la sélection nationale, la Nazionale, la Squadra Azzurra. Il a joué pour les espoirs, quelques sélections, et après il s'est reconverti en entraîneur, et on connaît la suite de l'histoire. C'est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football italien. Dieu seul sait combien les Italiens ont été c'est-à-dire des esthètes du football au niveau de l'Antennoria. Arrigo Sacchi, pour ne citer que Giovanni Trapattoni, et Matteo Lippi fait partie de ces grands entraîneurs italiens qui ont marqué l'histoire du football transalpin, du football en général. Oui, Matteo Lippi, forcément, il a marqué particulièrement cette édition de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, avec un jeu exceptionnel. Personne ne voyait forcément l'Italie favori lors de cette compétition, mais on l'a vu à l'arrivée avec un jeu fluide, avec des hommes. Il avait des hommes dévoués à ce système. Elle est là aussi la particularité de Matteo Lippi, le fait de fédérer ses joueurs à son système de jeu. Oui, d'abord, il faut situer le contexte. Il prend les commandes de la sélection italienne, la nationale, en 2004. Après, justement, l'échec cuisant à l'Euro 2004 et cette élimination terrible au premier tour dans une poule difficile. Je me rappelle de cette troisième rencontre de match de poule face à la Suède où Ibrahimovic a marqué un but supersonique pour éliminer l'Italie. Et il remplace Giovanni Trapattoni, et la mission qui lui a été confiée par l'instance fétière du football italien, c'est-à-dire la fédération, est de faire un très bon parcours lors du mondial allemand 2 ans qui devait se jouer dans 2 ans, quand on parle de sa nomination en 2004. Et là, il fait des qualifications assez exceptionnelles avec cette formation. Il rajeunit l'équipe, il amène des jeunes pousses, notamment Perotta, Lucatoni et Gilardino, qui véritablement constituait une équipe exceptionnelle avec des anciens, des cadres, Nesta, bien évidemment Totti, Del Piero, Gattuso, ces anciens-là. Et cette équipe, avant même d'entamer cette Coupe du Monde, a battu en match amical les Pays-Bas 3-1, l'Allemagne 4-1. Et c'est revigoré de cette confiance-là, de cette bonne dynamique-là que les Italiens ont entamé cette Coupe du Monde en Allemagne. Premier match face au Ghana, match compliqué, mais ils ont battu cette formation ghanéenne qui était à sa première Coupe du Monde. Et derrière, l'Italie, très solide, est allée jusqu'au bout avec un système de jeu assez particulier, atypique. C'est pas le catenaccio d'Elenio Herrera, c'est-à-dire les murs défensives assez imperméables, mais et cette capacité, cette conviction à pouvoir proposer un jeu purement défensif, mais c'est plutôt une solidité défensive, un équilibre parfait et de l'efficacité devant avec des joueurs à fort potentiel, Gilardino et Lucatoni par exemple. Solidité et efficacité surtout. Dis-moi, Henri, quelle était vraiment la particularité de ce système de jeu? Comment se fait et se défait les contres et la défense? Comment tout ça est actionné du côté de la Squadra Azzurra? Ouais, d'abord, il faut dire que Matteo Lippi faisait extrêmement attention à l'équilibre du groupe, à l'équilibre du bloc. C'est-à-dire de par son parcours d'entraîneur, quand il était entraîneur de la Juventus de Turin dans les années de 95 à 99, où il a remporté la Ligue des Champions en 96, et l'Inter de Milan également, quand il est revenu prendre les rênes de cette formation piémontaise de la Juventus de Turin entre 2002 et 2004, son idée première, initiale, c'est d'assurer l'équilibre du bloc. Et donc, quand il a décidé d'entraîner la sélection italienne, il n'a pas dérogé à cette règle-là.
une équipe ultra organisée défensivement, où l'équilibre est respecté, une équipe en 4-2-3-1 qui peut se muer en 4-4-1-1 avec Gilardino ou Lucatoni devant, en soutien Totti, le joueur emblématique de l'AS Rome à l'époque, au milieu du terrain, des travailleurs infatigables, Gattuso et bien évidemment Pirlo qui était chargé de pouvoir aérer, fluidifier le jeu de cette formation italienne. Et la particularité, c'est les ailiers. Camoranesi côté gauche, Perrotta côté droit. Ce qui est fascinant dans le choix de ces hommes, c'est que ces joueurs ne sont pas forcément des joueurs, des ailiers de débordement pur et dur, classiques, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables d'aller perforer les lignes défensives à travers les dribbles chaloupés, les changements d'appui. Non, mais c'est des travailleurs qui venaient au milieu du terrain, qui travaillaient pour l'équilibre pour la récupération collective et qui avait une grosse culture tactique et surtout la muraille défensive incarnée par la doublette Fabio Cannavaro, le joueur de la Juventus de Turin à l'époque et qui a été transféré par rapport au Real Madrid et surtout Materazzi et ces deux joueurs-là qui constituaient véritablement le socle de ce système défensif italien. Et sur les couloirs, dans les couloirs grosso côté gauche et bien évidemment Zambrotta côté droit. Voilà un peu cette équipe italienne qui a tout travaillé sur son passage dans cette Coupe du Monde et le match fondateur même de ce succès, de ce futur succès de la Squadra Azzurra dans cette Coupe du Monde, c'est cette qualification pour les quarts de finale dans un contexte difficile. C'était face à l'Australie où ils étaient en infériorité numérique. Quoique en infériorité numérique, ils ont produit un jeu, ils ont proposé du jeu, beaucoup d'agressivité et surtout beaucoup d'efficacité. Ce penalty transformé par Totti consécutivement à un penalty sur Grosso. Et l'Italie s'est retrouvée comme ça en quart de finale. On connaît la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, justement. Les Italiens, ils sont connus pour être très vicieux. Notamment, ça nous rappelle encore cette finale avec ce qui s'est passé entre Materazzi et Zidane. De quoi qualifier ce type de titre volé? Parce que tout le monde se disait que, voilà, n'eût été ce carton rouge reçu par, comme a dit Zinedine Zidane, c'est la France qui aurait gagné cette Coupe du Monde. Toi, tu penses quoi de ces genres de réactions? En fait, Marcello Lippi a un adage. Aucun d'entre nous n'est plus fort que nous tous réunis. Donc, voilà un peu. Et à ce titre-là, il accordait une importance capitale au collectif. C'est-à-dire, comment est-ce que le bloc doit se déplacer, comment est-ce que la récupération collective doit se faire. Et je pense que ils avaient leurs principes, leurs valeurs. On ne peut pas dire que cette Coupe du Monde a été volée par l'Italie, bien que on connaît les Italiens, les Transalpins, pour leur caractère vicieux, notamment, comme tu l'as dit, le coup de tête de Materazzi, la provocation. Mais c'est de bonne guerre, c'est dans l'état d'esprit du jeu. C'est pas, voilà. Et donc, c'est pas volé, parce que quand vous regardez un peu le parcours de l'Italie, dans cette compétition, l'Italie qui explose la Nationale Mansart en demi-finale de 2-0, après prolongation, on va pas dire que cette Coupe du Monde a été volée. Il y a eu du coaching, il y a eu un état d'esprit conquérant des joueurs italiens. Les 4 qui étaient au rendez-vous, Cannavaro, il était, c'est-à-dire écœurant pour les attaquants adverses, parce que il maîtrise bien le piège du hors-jeu. Quand il actionne, c'est un joueur capable de pouvoir casser les lignes, pas ses passes, ses diagonales. Il aérait le jeu. Pirlo, quelle grosse qualité technique. Gattuso, travailleur infatigable, admirable de détermination, de générosité, de combativité devant Lucatoni. Il a été exceptionnel dans cette Coupe du Monde, l'attaquant italien. Sur le banc, il y avait des joueurs qui sortaient la tête de l'eau et qui venaient en super sobre porter cette formation italienne, notamment Del Piero, qui était au choix de sa carrière au cours de cette Coupe du Monde là et qui, notamment en demi-finale face à l'Allemagne, a marqué un but exceptionnel. Donc on ne va pas dire que l'Italie a volé sa 4e étoile, et c'était bien mérité, ça a été bien préparé. On a posé la question justement à Marcello Lippi dans un journal de français, SoFoot, il y a cela quelques années. Il disait notamment en fait que le travail qui a été consenti pour que l'Italie accède à ce sacre mondial en 2006 était fait 2 ans en amont. C'est pas au cours de la compétition, mais il sentait qu'il y avait une certaine confiance qui se dégageait au sein du groupe. Il y a une certaine maturité collective et il a capitalisé sur cela. C'est un entraîneur qui sait manager son groupe. Et d'ailleurs, il dit un schéma tactique, en fait, pour lui,
c'est assez important, mais c'est pas tout. C'est pas forcément la condition sine qua non pour pouvoir aller gagner des sacs. C'est la gestion des hommes, la gestion des groupes. Et à ce titre-là, c'est un exceptionnel manager. Un exceptionnel manager qui est parti aussi de la Juventus. C'est là que tu t'as commencé. C'est le club qui ne va forcément pas oublier Matteo Lippi. Dans les années 90 et 2000, c'est le club qui a vraiment battu tous les records déjà en Série A et maintenant au-delà de l'Italie, en Europe. Et comment, avec des joueurs exceptionnels comme Zinedine Zidane, Nedved, dites-nous Henri, comment la Juve a pu trouver cette formulation, a pu fonder ce groupe exceptionnel dans les années 90 et 2000? Oui, comme tu l'as dit, il a pris d'abord les rênes de cette formation, la Juventus de Turin. C'est 2 étapes. Premier épisode, c'est quand même ce passage de 1994 à 1999, couronné par un sac en Ligue des Champions en 96, avec des joueurs de gros talent, des joueurs des joueurs frictions. Zinedine Zidane, tu l'as dit, Didier Deschamps, Pablo Nedved, Del Piero, Alessandro Del Piero. Donc il a managé ce groupe-là et la Juventus de Turin était à cette époque la grosse écurie en Europe et dominait outrageusement la Serie A et ils ont eu accès de titre. Il est revenu quelques années après, de 2002 à 2004, et il a fait la finale, une seconde finale de Ligue des Champions en 2003, malheureusement perdu face au Milan AC, le rival historique dans les séances de tir au but. Et c'est dire que c'est pas le fruit du hasard, son titre, sa 4e étoile avec l'Italie. C'était un entraîneur expérimenté, avisé. C'était un homme averti qu'il a pris les commandes de cette sélection italienne-là. Et moi, j'ai pas été surpris de son franc succès à la tête de cette sélection italienne qu'il a quitté tout juste après la Coupe du Monde 2006. Tout à fait. Le football, c'est les systèmes de jeu, mais aussi les hommes. Les hommes. Et le côté managérial, ça compte beaucoup dans le football, Henri. Et pour les joueurs qui ont côtoyé Matteo Lippi, il représentait pratiquement un père pour eux parce que par rapport au conseil, comme tu l'as dit à l'instant, il y a des joueurs qui sortaient du banc mais qui n'étaient pas mécontents. C'est rare de voir cette mentalité dans le football. Comment il arrive, ou bien comment est-il arrivé à fédérer tout le monde autour de l'objectif commun, c'est-à-dire même si tu ne vas pas jouer, tu es là, tu dois accompagner l'équipe. C'est pas courant dans le football, Henri, mais Matteo Lippi l'a fait. Comment a-t-il fait? Oui, je vais au risque encore de me répéter. Sa citation phare, aucun d'entre nous individuellement n'est plus fort que nous tous réunis. Donc ça veut tout dire en fait, c'est-à-dire pour lui c'est le groupe qui compte. Le groupe passe avant tout. Une équipe c'est pas la somme des individualités, mais c'est le collectif, c'est la capacité pour le groupe de se fondre dans un creuset pour pouvoir atteindre un objectif commun. C'est pour cela que lors de la Coupe du Monde 2006 avec cette sélection italienne, il a été capable de mettre sur le banc Alessandro Del Piero, joueur mythique de cette sélection italienne. Francesco Totti était sur le banc quelquefois. Voilà, il avait cette manie-là de pouvoir gérer les égos et on a vu le résultat. Quand il a entraîné l'International de Milan, la Juventus de Turin également, c'était pratiquement la même philosophie, la même stratégie, à savoir que le groupe passe avant tout. C'est en fédérant les énergies, en capitalisant sur c'est-à-dire les qualités de tous les joueurs, en le fondant dans un creuset, que ces équipes avançaient et justement l'importance qu'il a accordée à la gestion du groupe revêt clairement de son état d'esprit, du secret même de sa réussite. Dans cette émission, on a parlé des très grands coachs. On a parlé de Guardiola, de tout le monde, Arrigo Sacchi. On a parlé de Johan Cruyff. Aujourd'hui, on parle de Matteo Lippi. Tu mets Matteo Lippi où dans le Gotha par rapport, tu situes Matteo Lippi où par rapport à ces grands entraîneurs qu'on a déjà évoqués dans cette émission? Matteo Lippi, je pense qu'il se rapproche au niveau de son approche philosophique de Lionel Herrera, même s'il refuse à le dire, à l'avouer, parce que quand vous regardez un peu la maîtrise défensive dont faisaient preuve ces équipes, c'était quand même impressionnant. Mais après, c'était un entraîneur qui était capable de s'adapter aux adversaires, proposant du jeu vers l'avant et la vivacité, la transition, avec une certaine efficacité. Donc, je dirais que Matteo Lippi, il se situe à l'étage de Carlo Ancelotti, des entraîneurs comme José Mourinho, mais il va
il ne va pas aller titiller Arrigo Sacchi, Johan Cruyff et même Rinus Michels, qui ont été véritablement de vrais théoriciens, de vrais concepteurs de ce football-là. Finalement, quoi, c'est la théorie qui compte ou c'est le fait de gagner beaucoup de trophées? Parce que là, tu me parles des théoriciens, mais il y en a qui n'ont pas gagné assez de trophées. Mais Matteo Lippi, il a tout gagné pratiquement. Et si tu les situes comme ça, c'est un peu, tu déformes un peu la chose, si je comprends bien, parce que voilà, il a tout gagné aussi. Oui, il a tout gagné. Il a gagné les Scudetti, il a gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Mais après, comme je le dis, en fait, ça n'engage que moi. Pour mesurer un peu l'impact d'un entraîneur, il faut aller fouiller dans son escarcelle sur le plan philosophique. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus à ce football, d'innovant à l'histoire du football. À ce titre, je ne vois pas forcément l'innovation de Marcello Lippi dans le landerneau footballistique mondial sur le plan de la culture tactique, parce qu'il y avait déjà des grands concepteurs, mais ça n'enlève en rien du fait qu'il fut un grand entraîneur de football. Là. Il est à la retraite depuis 2 ans et je pense que dans le panthéon du football mondial, son nom restera gravé en lettres d'or. Pour autant, il n'égale pas un Arrigo Sacchi, un Pep Guardiola ou un Rinus Michels. Ok, Henri, un dernier mot pour clore cette émission. Un dernier mot par rapport à Matteo Lippi. Je dirais Marcello Lippi, c'est l'homme qui a ressuscité la sélection italienne en pleine déliquescence, en pleine dilettante, puisque depuis 82, l'Italie n'avait plus remporté de Coupe du Monde, et c'est lui qui a permis à cette sélection transalpine de pouvoir soulever sa 4e étoile. Merci Henri d'être passé. Merci. Voilà qui met un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très bientôt.